plus un matériau est durable et a un impact environnemental faible et mis sur sa pérennité, plus il sera valorisé dans la RE 2020. Le critère carbone, le critère environnemental sera dorénavant un critère de choix déterminant pour le produit. Donc il va falloir s'y mettre. Vous écoutez Conversation constructive, un podcast original proposé par Xela. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Ponzio. L'acte de construire est aujourd'hui en perpétuel mouvement. C'est pourquoi nous vous proposons dans cette série de podcasts des conversations avec des experts du bâtiment pour analyser et partager l'actualité du secteur, les dernières réalisations, les retours d'expérience, les bons conseils, tout pour inspirer au mieux vos projets. Que vous soyez donc dans votre voiture, au bureau ou en télétravail, voici en 20 minutes l'occasion d'imaginer ensemble les bâtiments d'aujourd'hui et de demain. Bienvenue dans Conversation constructive. Épisode 1. La réglementation environnementale 2020 et ses enjeux pour la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. Bonjour Julien Serry. Bonjour Christophe. Vous êtes délégué national aux affaires techniques au pôle habitat de la Fédération française du bâtiment, la FFB, organisation professionnelle majeure du secteur. Merci de nous faire le plaisir de participer à ces premières conversations constructives pour parler aujourd'hui de la nouvelle réglementation environnementale, la RE 2020. Alors d'abord, quelques mots peut-être pour vous présenter. Quel est votre rôle aujourd'hui au sein de la FFB et quelle est l'activité du pôle habitat ? Alors le pôle habitat, c'est un syndicat professionnel qui regroupe les métiers de la maîtrise d'ouvrage professionnelle, c'est-à-dire qu'on représente les constructeurs de maisons individuelles, les promoteurs immobiliers, les aménageurs fonciers, les rénovateurs qui travaillent en rénovation globale. Donc beaucoup de métiers et tous concernés par cette RE 2020, qui est une réglementation très structurante pour le secteur du bâtiment. Et pour ma part, je suis délégué aux affaires techniques, c'est-à-dire que j'ai travaillé à l'élaboration de cette réglementation en son sein. Et justement, quand vous parlez d'accompagnement de tous ces professionnels, qu'est-ce que vous apportez justement aux acteurs du bâtiment et de la construction aujourd'hui ? On a la chance, comme je le disais, d'être au cœur du réacteur quand ce genre de réglementation s'écrive. Donc notre principal rôle à nous, ça va être d'accompagner nos adhérents et nos partenaires dans l'élaboration de cette réglementation et surtout dans son anticipation, dans sa préparation et ensuite dans sa mise en œuvre. On va voir que la RE 2020, c'est une réglementation qui va un peu bouleverser le secteur de la construction. Donc il faut s'y préparer et dès maintenant. Certains parlent de révolution, Julien Serry, d'autres d'électrochoc depuis son entrée en application le 1er janvier dernier. Pour vous, qu'est-ce que la RE 2020 représente ? C'est quand même une révolution, comme l'a été la RT 2012 il y a une dizaine d'années maintenant. C'est de toute façon la suite de la RT 2012, cette RE 2020, puisqu'elle va encore plus loin en termes de performance, et on le verra dans le détail, que la RT 2012, et elle rajoute en plus des nouvelles composantes. Et le secteur du bâtiment est en pleine mutation, tout comme le monde entier avec cette transition environnementale qu'on vit aujourd'hui. Et c'est l'entrée en vigueur pleine et entière du bâtiment dans cette transition. Vous parlez de nouvelles composantes. Si on rentre justement dans le détail de cette nouvelle réglementation, elle repose aujourd'hui sur 3 piliers, l'énergie, le confort d'été et le carbone. Comment vous définissez ces 3 piliers aujourd'hui et ces nouveautés ? Effectivement, il y a 3 piliers vraiment majeurs dans cette réglementation et tous sont un petit peu, on va dire, capés par des seuils. Si je commence par l'énergie, par exemple, il y a 3 indicateurs. Un indicateur qui va définir la qualité de l'enveloppe et la qualité de l'isolation du bâtiment et 2 indicateurs qui vont caper la performance énergétique du bâtiment, les consommations de ce bâtiment. Tout ça pour aller chercher de la performance énergétique très très haute. Alors c'était déjà le cas en RT 2012, ces indicateurs sont la suite de la RT 2012, sauf que là on va encore un cran plus loin dans la performance. Donc l'impact, ça va être au niveau technique, une meilleure isolation, une orientation peut-être mieux travaillée, au niveau de la conception, beaucoup de changements, puisqu'il y a une performance qui a accru d'à peu près 30% par rapport à la RT 2012, donc c'est vraiment très important. Le deuxième aspect, c'est le confort d'été. Il était un petit peu traité en RT 2012, mais là vient un nouvel indicateur qu'on va appeler les degrés heure. Il est là aussi beaucoup plus pris en compte, et le confort d'été, c'est-à-dire la qualité du logement et sa résistance lors des périodes de forte chaleur. On voit que c'est un sujet dont on parle quasiment tous les ans maintenant et dont on va continuer de parler, donc c'est très important de s'en soucier. Et le dernier pilier, c'est le plus important, c'est le plus novateur en tout cas, c'est le calcul de l'impact environnemental du bâtiment. Ça, c'est totalement nouveau, c'est-à-dire qu'on va calculer, grâce à une analyse de cycle de vie, l'impact carbone du bâtiment tout au long de sa durée de vie, c'est-à-dire de la fabrication des produits à la fin de vie du bâtiment, en passant par sa mise en œuvre. Et ça, c'est une vraie révolution. On est vraiment sur une analyse complète de A à Z, ce qui n'était pas le cas auparavant. Tout à fait.
La principale nouveauté dans ces trois piliers, c'est quoi? Qu'est-ce qui bouleverse profondément, peut-être même les modes constructifs aujourd'hui? Alors, la performance énergétique accrue va pas mal bouleverser la conception des bâtiments dès l'entrée en vigueur de la RE 2020, c'est-à-dire maintenant. Et ensuite, vous avez l'impact carbone. Comme je le disais, cet impact carbone, il est totalement nouveau, puisque autant la performance énergétique et aller la chercher, on avait l'habitude en RT 2012, autant l'impact carbone des bâtiments, l'impact environnemental, c'est assez nouveau. Et c'est ça qui va révolutionner au niveau des modes constructifs un petit peu le secteur. Alors, l'État nous a donné un peu de visibilité là-dessus, puisqu'il y a des seuils à ne pas dépasser, et on va choisir les matériaux pour ne pas dépasser ces seuils. Et en fait, ces seuils vont être abaissés progressivement, donc renforcés progressivement tous les 3 ans. C'est-à-dire qu'il y a un premier palier en 2022, ensuite il y en a un en 2025, ensuite en 2028 et ensuite en 2031. C'est-à-dire que plus ça va aller, plus on va construire des bâtiments performants au niveau impact environnemental et on va choisir les matériaux en fonction de ça. C'est-à-dire qu'on va choisir les matériaux et les équipements en fonction de leur performance environnementale et de leur impact carbone et ce sera un vrai critère de choix pour les maîtres d'ouvrage. Ce qui veut dire que l'application va être déterminante de cette nouvelle réglementation. Bon, en ce moment, on est en début d'année, il y a la pénurie des matériaux dans le BTP, l'envolée des coûts des matières premières, tout ça n'arrange rien. Est-ce que les différents acteurs du bâtiment, que ce soit les maîtres d'œuvre, les maîtres d'ouvrage, les bureaux d'études, les artisans, les entreprises, est-ce que tous ces acteurs du bâtiment et de la construction sont prêts pour cette application? Alors, je ne vais pas être très original en vous disant qu'on est dans une période de grande incertitude. Hors crise sanitaire, c'est vrai que le bâtiment vit une crise conjoncturelle assez forte avec, vous le disiez, la flambée du coût des matériaux, les pénuries, des problèmes aussi au niveau de la main-d'œuvre. Et la RE 2020 arrive et rentre en application un petit peu au milieu de tout ça. Et comme on le disait, c'est une sacrée révolution. Donc, est-ce que le terrain est prêt? C'est difficile à dire puisque c'est très compliqué en ce moment, mais en tout cas, on a toujours su s'adapter aux nouvelles réglementations, on a toujours su s'adapter aux transitions. Là, on est sur une transition environnementale qui est très importante et qui est nécessaire. Donc il va falloir s'y mettre. Maintenant que le diagnostic est posé, Julien Serry, entrons dans les détails techniques. Concrètement, quel est l'impact de cette nouvelle réglementation sur les différents marchés du bâtiment? Alors, on pense peut-être d'abord à la maçonnerie, aux murs des maisons individuelles, aux logements collectifs. Qu'est-ce que ça change et quel est l'impact de cette réglementation? Alors la progressivité dont je parlais va engendrer des bouleversements, on va dire, progressifs. Alors qu'il y a des premiers bouleversements dès l'entrée en vigueur de la RE 2020, c'est-à-dire depuis le 1er janvier 2022, c'est au niveau de l'enveloppe, puisque le premier critère et le critère qui a été le plus renforcé, c'est le critère de la performance énergétique. Donc le critère BBio. Vous allez, si vous faites des projets RE 2020, vous allez beaucoup entendre parler de cet indicateur. Il existait déjà en RT 2012 et comme je le disais, il a été renforcé de 30% par rapport à l'RT 2012. Donc en termes d'impact technique, il y a d'abord des impacts de conception, c'est-à-dire que l'orientation du bâtiment, de la maison, des logements va devoir être beaucoup mieux choisie, beaucoup plus réfléchie. On sait que c'est pas toujours facile avec des terrains, des parcelles de plus en plus petites et de plus en plus contraintes. Le positionnement des baies vitrées, là aussi, pour les apports solaires, la gestion des protections mobiles pour les mêmes raisons. En tout cas, tous ces besoins en énergie du bâtiment vont devoir être optimisé. Et ça, au niveau impact technique, dès l'entrée en vigueur de la RE 2020, ce sera le premier pas à franchir. Là aussi, pour les maisons individuelles et dans un deuxième temps pour les logements collectifs, au niveau des systèmes énergétiques, il y aura également des bouleversements. On sait que la RE 2020, l'un de ses objectifs, c'est de sortir au maximum le résidentiel neuf des énergies fossiles. C'est-à-dire que dès 2022, faire du chauffage au gaz en maison individuelle, ce sera très compliqué. Il y aura des dérogations qui existent pour certains lotissements déjà viabilisés au gaz, mais globalement, on va être sur la sortie des énergies fossiles, donc plus sur une énergie, sur des modes de chauffage de type pompe à chaleur. Pour le collectif, ce sera à partir de 2025. Le marché du collectif est beaucoup plus friand du gaz, on va dire, en ce moment. Et là, ce bouleversement dans 3 ans, il ne sera vraiment pas anodin. Alors, tout ce que je vous dis, ça ne veut pas dire que ce sera la fin totale du gaz. Ce sera la fin peut-être du gaz naturel tel qu'on l'a connu, mais il y a encore des développements qui sont en cours de biogaz. Vous en avez peut-être entendu parler. Et ça, c'est une solution que nous, on préconise pour là aussi verdir nos équipements de chauffage. Ouais. Donc ça, c'est plutôt dès 2022. Ensuite, vous allez avoir au niveau des produits de construction et des matériaux, comme la maçonnerie, comme les types de planchers, etc., une progressivité dans les seuils. Donc ça, j'en parlais également. Tous les 3 ans, ces seuils vont se renforcer, c'est-à-dire que dès 2022, on sera sur un seuil, on va dire, assez facile à atteindre pour que, on va dire, la filière s'habitue un petit peu à calculer l'impact carbone des bâtiments.
Dans 3 ans, on a un renforcement de ce seuil. Donc là, il va falloir commencer à modifier un petit peu la conception, rajouter un peu de biosourcés sur certains postes, comme les revêtements, les menuiseries, etc. Ensuite, à 2028, ce seuil est encore renforcé. Donc là, il n'y aura quasiment pas le choix. Il faudra vraiment avoir recours à des biosourcés sur certains lots. Et à 2031, là, par contre, il faudra vraiment que les produits, notamment les produits minéraux, aient fait beaucoup d'efforts au niveau de leur impact carbone, les produits béton, par exemple. Mais la filière béton est totalement prête pour ça et j'en suis sûr qu'ils feront les efforts nécessaires. Mais en tout cas, à 2031, le seuil sera calé de manière tellement, on va dire, entre guillemets, sévère, que les filières minérales devront vraiment faire ces efforts pour baisser leur impact carbone, mais je ne doute pas qu'ils vont y arriver. Donc on est vraiment sur un impact à la fois sur la conception, sur les systèmes énergétiques et sur les matériaux. Tout à fait. Le critère carbone, le critère environnemental sera dorénavant un critère de choix déterminant pour le produit. C'est-à-dire qu'avant, on choisissait un produit en fonction de sa disponibilité, enfin, surtout en ce moment, de son prix, de sa qualité peut-être esthétique. Eh bien, il faudra rajouter à tous ces critères le critère environnemental. Justement, est-ce que les matériaux aujourd'hui qui sont durables, isolants, est-ce que ces matériaux-là, puisque vous le disiez, c'est un aspect essentiel, tirent leur épingle du jeu? Est-ce qu'ils peuvent répondre aussi à la massification de la demande, puisque comme vous le disiez, on va les solliciter bien plus? Alors tout à fait. En fait, le calcul se fait en analyse de cycle de vie sur toute la durée de vie du bâtiment. C'est-à-dire que plus un matériau est durable et un impact environnemental faible et mis sur sa pérennité, plus il sera valorisé dans la RE 2020. Mais la deuxième question que vous posez, elle est très intéressante, c'est la question de la massification. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, imaginer que tout le monde veuille des isolants biosourcés parce qu'ils sont biosourcés justement, mais quid de pouvoir livrer tous les chantiers en isolants biosourcés, surtout dans un contexte actuel où on vit une vraie crise en termes de pénurie des matériaux. Et c'est pour ça que nous, en tant que maître d'ouvrage, ce dont on a besoin, c'est un panel de solutions techniques le plus large possible. C'est-à-dire que, ok, on va miser sur les biosourcés, mais on a besoin de toutes les filières, on a besoin que toutes les filières fassent leur effort. Typiquement sur la maçonnerie, on aura besoin du béton cellulaire, du béton classique, de la brique, du bois. On aura besoin vraiment de toutes les filières pour pouvoir répondre au mieux aux besoins de nos clients. Justement, puisque vous en parlez, on le sait, hein, le béton cellulaire aujourd'hui, c'est l'une des réponses adaptées et disponibles qu'on connaît pour ses propriétés isolantes, de régulants, respirants, durables, écologiques. Ces solutions en béton cellulaire, quelle place elles occupent dans l'application précise de cette nouvelle réglementation RE 2020? Alors, j'ai pas de doute que les solutions de béton cellulaire seront rentrées pleinement dans le cadre de la RE 2020, puisque leurs performances en termes d'isolation déjà sont très bonnes. Donc, on parlait du renforcement du critère sur l'isolation. Donc, le béton cellulaire sera sans nul doute une des solutions totalement viables en termes de RE 2020. L'impact carbone aussi est plutôt bon et vise à être amélioré. Donc, là aussi, en termes d'impact environnemental, nul doute que les solutions béton cellulaire seront rentrées dans cette RE 2020. Et puis, il faut savoir que nous, en tant que constructeurs, en tant que promoteurs, on n'aura pas que la RE 2020 à respecter dans les années à venir. On a aussi des réglementations acoustiques, des réglementations incendie. Et en ça, les produits en béton cellulaire sont très, très performants. Donc, il y a des vrais atouts dans ces solutions-là, finalement, pour les privilégier. Tout à fait. Quel rôle jouent les industriels aussi dans le succès du déploiement de la RE 2020? On sait que, si on prend l'exemple de Xella, on sait que depuis des années, ce type de solution est proposé avec 5 marques qui s'adaptent finalement à chaque champ de la construction. C'est ça aussi que vous attendez des industriels, de s'adapter, d'être innovants? Alors, les industriels, ils auront pour moi 2 rôles majeurs dans cette RE 2020. Le premier, c'est que dans le calcul de l'impact environnemental des bâtiments, c'est l'industriel qui déclare la performance de son produit. Donc, on a besoin que les industriels fassent ce qu'on appelle des FDES, des fiches de déclaration environnementale et sanitaire, les plus performantes possibles pour que nos bâtiments soient les plus performants possibles. Donc ça, c'est le premier aspect sur lequel les industriels auront un rôle majeur. Et ensuite, ce genre de réglementation, comme l'a été la RT 2012, sont vecteurs d'innovation. Et on a besoin de nos partenaires industriels pour porter l'innovation et apporter de nouvelles solutions à nos clients. C'est là en cela que les solutions en béton cellulaire peuvent prendre une part importante. Oui, tout à fait. Finalement, quels conseils vous donneriez aussi aux maîtres d'ouvrage et aux maîtres d'œuvre dans cette application de la nouvelle réglementation qui est, rappelons-le, vous le disiez en début de cette conversation, une révolution pour les professionnels de la construction, puisque certains quand même, on ne va pas se mentir, Julien Serry, ils voient une montagne infranchissable. Alors, c'est clair que c'est une montagne, infranchissable, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une montagne. Et la clé de la réussite,
ça peut être un peu bateau, mais c'est vraiment de travailler ensemble de manière collaborative entre tous les acteurs de la construction le plus en amont possible. On parlait de l'industriel qui va fournir l'information sur le produit. Le bureau d'études thermiques et environnementales aura aussi un rôle très très important à jouer. Et nous, maîtres d'ouvrage, en plus des architectes et des entreprises, on va devoir fédérer tout ça le plus en amont possible pour qu'on aille tous dans la même direction et qu'on évite les changements de dernière minute qu'on peut avoir sur les chantiers. Donc il faut beaucoup de préparation tout en ayant beaucoup de souplesse. Et en fait, tout ça se fait par un travail en amont le plus complet possible. La clé de la réussite, c'est aussi la formation des équipes dans la construction. Oui, puisque on va avoir la mise en œuvre de nouvelles technologies, de nouvelles techniques de construction, et tout ça, ça va nécessiter beaucoup de formation forcément, et on a besoin, nous, d'entreprises qualifiées, et on est prêt à les accompagner, et on est prêt à travailler avec elles pour avancer. Julien Serry du pôle Habitat de la FFB. Parlons maintenant réalisation et puis vision pour finir. Cette RE 2020, on en parle maintenant depuis des années. Elle est désormais en application pour les bâtiments neufs. Y a-t-il des projets pilotes qui peuvent être pris en exemple pour qu'on comprenne bien finalement le mode constructif RE 2020 compatible? Alors oui, nous, en fait, on a un challenge de l'habitat innovant qu'on fait tous les ans où nos adhérents, constructeurs et promoteurs, en fait, présentent des projets lors d'un concours, en fait. Et cette année, un de nos adhérents, qui est Amex, la société Amex en Normandie, qui est un constructeur de maisons individuelles, a présenté un projet RE 2020 compatible, qui est en fait un projet avec 3 maisons individuelles, avec 3 modes constructifs différents. Donc, on a de la brique, on a du béton bloc isolant courant et on a du béton cellulaire. Et le but, c'est de montrer que ces 3 modes constructifs rentrent parfaitement dans les critères de la RE 2020. C'est des projets avant-gardistes ou finalement des projets qui aujourd'hui doivent, parce que c'est un impératif, se développer? Alors, c'est à la fois des projets avant-gardistes, mais qui vont devoir très rapidement se massifier et on est bien évidemment là pour accompagner nos adhérents. Mais il y a aussi des projets encore plus avant-gardistes. Je citerai par exemple le projet d'Ariane Construction qui s'appelle Cradle to Cradle. C'est une maison qui a été faite avec des matériaux 100% recyclables. Cradle to Cradle, ça veut dire du berceau au berceau, c'est-à-dire qu'ils ont choisi les composantes de la maison pour qu'ils soient 100% réutilisables au moment de la déconstruction. Donc là, on a une vision vraiment à très très long terme de la construction et pour atteindre la neutralité carbone, ça devient nécessaire. Et c'est possible, c'est surtout ça qui est important. Tout à fait. Finalement, Julien Serry, vous qui êtes aussi dans l'ultra quotidien de cette réglementation et dans l'hyper technique, quelle est votre vision du bâtiment pour atteindre ces objectifs de neutralité carbone en 2050? Est-ce que le chemin vous semble bon aujourd'hui pour réussir finalement cette transition écologique du secteur? Alors, je pense qu'on est sur le bon chemin, qui n'est pas un chemin facile à prendre et c'est pour ça qu'il y a vraiment un besoin d'accompagnement du terrain parce qu'on est sur des vraies transitions très, très impactantes mais nécessaires sur le plan environnemental. La RE 2020, c'est effectivement une première pierre à l'édifice qui est une vraie révolution puisqu'on va calculer l'impact carbone. Mais c'est vrai qu'on a une vision de neutralité carbone à 2050 avec ces objectifs et donc il va falloir encore plus développer des technologies. On parlait de recyclabilité, de réemploi. On va parler aussi de stockage de l'énergie. Il faudra développer toutes ces nouvelles formes de construction pour pouvoir atteindre la neutralité carbone à 2050 et on sera là pour l'accompagner. Avec des clauses de revoyure qui sont prévues aussi pour cette réglementation. Est-ce que finalement, et vous l'avez un peu évoqué, cette réglementation environnementale qui suit la RT de 2012, c'est pas que le début d'autres évolutions majeures pour le bâtiment, pour la construction, pour nos chantiers aujourd'hui? Alors, on a l'impression que le bâtiment est perpétuellement en évolution majeure. La RE 2020 est une évolution majeure, très majeure, on va dire, parmi les évolutions majeures. Ouais. C'est effectivement une première pierre à l'édifice. Il y a des clauses de revoyure, il y a des seuils qui vont s'abaisser progressivement. On n'est pas contre aller vers plus de performance et plus de changements tant que c'est du côté positif, mais on a besoin de visibilité, on a besoin de stabilité. C'est ça aussi, il y a une certaine inertie dans le bâtiment qui est inhérente à notre secteur et c'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup de visibilité pour aller vers cette neutralité carbone à 2050 qui, on le répète, est nécessaire. Pour terminer en un mot, Julien Serry, le mot ou le conseil que vous donneriez à tous ceux qui nous écoutent pour finalement bien appréhender ce changement et cette révolution de la RE 2020?
Alors le conseil que je donnerais, c'est de faire des équipes pluridisciplinaires, travailler le plus en amont possible, prendre les compétences là où elles sont. La richesse du bâtiment, c'est que chacun apporte sa compétence, l'architecte, l'entreprise, les équipes de maîtrise d'œuvre. Et cette RE 2020, elle a au moins la chance de fédérer tout le monde et c'est comme ça qu'on va avancer ensemble. Eh bien, merci beaucoup Julien Serry d'avoir été l'invité de Conversation Constructive. Je rappelle que vous êtes délégué national aux affaires techniques du pôle habitat de la Fédération française du bâtiment. Merci à vous. Merci. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Conversation Constructive, un podcast à réécouter et à partager chez vous ou sur votre chantier quand vous le voulez. À bientôt. C'était Conversation Constructive, un podcast original proposé par Xela, à retrouver sur toutes vos plateformes d'écoute préférées.